Tu sais, quand on pense au tourisme au Québec, l'image qui nous vient en tête est souvent la même, hein? La fameuse carte postale. Oui, tout à fait. Le château Frontenac, une poutine bien fumante, une petite ruelle du Vieux-Montréal. Exactement. Mais les sources qu'on a sous la main aujourd'hui, elles nous montrent que derrière cette façade, il y a un moteur économique et culturel qui est absolument colossal. Un moteur qui, je dirais même, est en pleine remise en question. Ah, tout à fait. On ne se contente plus de juste compter les visiteurs, on commence à vouloir mesurer l'impact réel de leur passage. C'est précisément là-dessus qu'on se penche aujourd'hui, l'écosystème du tourisme et de l'événementiel au Québec. On a vraiment épluché une série de documents, de statistiques récentes. Mhm. Et notre mission, c'est de dépasser cette carte postale pour comprendre l'ampleur de l'industrie, comment les morceaux s'emboîtent, son impact vital dans les régions et surtout où est-ce qu'elle s'en va. On va décortiquer les chiffres pour voir ce qu'ils nous disent vraiment. Bon, alors pour commencer, plongeons dans l'ampleur de ce géant. Et le terme pilier économique, ce n'est vraiment pas une hyperbole, là. C'est l'un des principaux secteurs d'exportation de la province. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, secteur d'exportation pour le tourisme? Mais ça veut dire que chaque dollar qui est dépensé par un touriste qui vient des États-Unis ou d'Europe, c'est de l'argent neuf qui entre directement dans l'économie québécoise. L'effet multiplicateur est beaucoup plus grand. D'accord, je comprends. Et les chiffres de base, ils sont déjà assez frappants. Oui, énorme. C'est un travailleur sur 10 dont le gagne-pain est lié directement ou indirectement à un visiteur. C'est fou. Ça peut être la chef d'un grand restaurant, bien sûr, mais aussi le comptable de l'hôtel ou même l'agriculteur qui fournit les légumes à la pouvoirie. L'onde de choc est très, très large. Et pour générer tous ces emplois, ça prend des visiteurs. En 2023, on en a accueilli plus de 62 millions. 62 millions. Pour donner une idée, c'est un peu comme si toute la population de la France passait nos frontières en une seule année. C'est un flot quasi ininterrompu. Mais la question que je me pose avec ces gros chiffres, c'est est-ce que cette richesse est concentrée juste à Montréal et à Québec ou est-ce qu'elle se propage vraiment dans les régions? C'est le point névralgique et les sources sont très claires là-dessus. La grande majorité de ces 30 000 entreprises se trouvent justement en dehors des deux grandes villes. Ah oui? Oui. Le tourisme, c'est ce qu'on appelle un moteur structurant pour les régions. Qu'est-ce que ça veut dire, ce structurant? Ça veut dire qu'il maintient des services essentiels ouverts à l'année, l'épicerie du lélage, le café, la quincaillerie, dans des endroits où il n'y aurait pas assez de population locale pour les faire vivre autrement. Ça garde les communautés dynamiques. D'accord. Et est-ce que les documents identifient des régions qui sont particulièrement en tête? Oui, il y a un top 5 qui se dégage assez clairement. Montréal, la Montérégie, la capitale nationale, les Laurentides et les cantons de l'Est. C'est intéressant, la Montérégie, dans cette liste, spontanément, je l'associe plus à l'agriculture. C'est une excellente question. La force de la Montérégie, c'est sa diversité et sa proximité avec Montréal. OK. On y trouve un agrotourisme super développé, les cidreries, la route des vins, des attraits historiques comme le Fort Chambly, le plein air au Mont-Saint-Bruno. C'est la destination parfaite pour une escapade d'un jour ou deux. Exactement. Ça génère un volume de visites qui est énorme. Je vois. Donc, il y a ces pôles majeurs, mais j'imagine que pour les régions plus éloignées, l'impact est encore plus critique. Absolument. Pour des régions comme la Gaspésie, à Côte-Nord ou les îles de la Madeleine, le tourisme, c'est pas juste un secteur parmi d'autres, c'est souvent la principale source de revenus privés l'été. Wow! Sans cet afflux de visiteurs, l'économie de plusieurs de ces municipalités s'effondrerait littéralement. Ce n'est pas un bonus, là, c'est une question de survie. C'est donc un géant aux multiples visages qui est fondamental partout. Pour mieux comprendre comment il fonctionne, les sources le décomposent en 5 grands piliers, un peu comme les 5 doigts de la main. C'est une bonne analogie, ça, surtout parce qu'aucun doigt ne peut vraiment fonctionner sans les autres. C'est un système. Le premier, c'est l'hébergement. On pense tout de suite aux hôtels, mais l'offre au Québec est tellement plus large. Oui, tellement. Ça va du camping rustique dans un parc de la CEPAC au chalet de luxe, en passant par les gîtes, et même des trucs uniques comme dormir dans une yourte ou une cabane dans les arbres. Ensuite, le deuxième pilier, et c'est le plus gros en nombre d'entreprises, c'est la restauration. Ah oui, ça ne me surprend pas. On parle d'environ la moitié des entreprises touristiques, près de 15 000. C'est la porte d'entrée dans la culture québécoise pour un visiteur. Et là aussi, la diversité est folle, du resto gastro à la cabane à sucre. Troisième pilier. Et le transport de personnes, c'est le système circulatoire de l'industrie, si on veut. Bien dit. Les autobus, les trains touristiques comme celui de Charlevoix, les traversiers. Sans eux, les plus beaux paysages restent inaccessibles. Le quatrième est sans doute le plus excitant, loisirs, culture et plein air.
Ah, ça, c'est le cœur de l'expérience. C'est la raison pour laquelle les gens se déplacent. Et ça couvre un spectre immense, hein, les parcs nationaux, les musées, les spas, mais aussi des choses très spécifiques comme l'observation des baleines à Tadoussac ou les activités culturelles autochtones. Qui sont de plus en plus recherchés, d'ailleurs. Et enfin, le 5e pilier, un peu plus dans les coulisses, les services de voyage. Les architectes de l'industrie. C'est ça. Les agences de voyage, les organisateurs de congrès, ce sont eux qui assemblent toutes les pièces du casse-tête. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point tout ça est interconnecté pour un grand festival qui relève des loisirs. OK. Il dépend de l'hébergement pour loger des milliers de personnes, de la restauration pour les nourrir, du transport pour les amener. Si un seul de ces piliers vacille, c'est toute la structure qui est menacée. Et ce qui est encore plus fou, c'est que même ces 5 piliers, ce n'est pas toute l'histoire. Les sources parlent des industries connexes. Oui? Ça m'a fait réaliser que le chiffre de 470 000 emplois est probablement une sous-estimation de l'empreinte économique réelle. Absolument. Les industries connexes, ce sont tous les secteurs qui ne sont pas officiellement touristiques, mais qui vivent en grande partie grâce aux touristes. Comme le commerce de détail, par exemple. Exactement. La boutique de souvenirs, oui, mais aussi la pharmacie ou la librairie du coin, les artisans locaux et surtout toute l'industrie technique de l'événementiel, le son, l'éclairage, la sécurité. Sans festival, une bonne partie de leur business disparaît. Et en parlant de festival, impossible de faire cette analyse sans parler de notre vitrine la plus connue. C'est notre carte de visite internationale, c'est clair. On en a plus de 600 par année. OK. C'est presque 2 par jour. Il y a les géants, tu sais, le Festival d'été Québec, le Festival de jazz de Montréal. C'est les incontournables. Il y a ceux qui nous font célébrer l'hiver, comme le Carnaval ou Igloo Fest. Mais moi, ce qui me parle le plus, ce sont les événements régionaux. Ah oui. Je pense au Festival Western de Saint-Tite. Quiconque a déjà essayé de se stationner là-bas pendant le festival comprend instantanément ce qu'est un catalyseur économique. Toute la ville se transforme, c'est vrai. Ou un festival comme Innu-Nikamu sur la Côte-Nord qui met en valeur les talents musicaux des Premières Nations. Ces événements-là ont un rôle qui dépasse de loin le simple divertissement. Économiquement, c'est sûr. Ils font vivre des régions entières pendant 1 ou 2 semaines. Les hôtels affichent complet 1 an d'avance, mais leur impact le plus durable, c'est sur l'image de marque et sur la fierté. Développe cette idée. Pour un visiteur étranger, un festival, c'est souvent la porte d'entrée vers notre culture. Ça forge une réputation de destination créative, vivante. Et à l'interne? À l'interne, c'est un vecteur d'identité incroyable. Les gens de Québec sont fiers de leur carnaval, ceux de la Gaspésie de leur festival en chansons de Petite-Vallée. Ça tisse la communauté. D'accord, le portrait est vraiment impressionnant. Une machine économique bien huilée, un écosystème complexe, une vitrine culturelle vibrante, mais ça semble presque trop beau. Il doit y avoir des grains de sable dans l'engrenage. Et des grains de sable de taille. Considérable. Les sources sont unanimes là-dessus. Le premier, le plus criant, c'est la rareté de la main-d'œuvre. C'est un vrai casse-tête. Oui, surtout en restauration et en hébergement. On peut ne pas pouvoir les postes, ce qui force des établissements à réduire leurs heures ou même la qualité du service. Un autre défi, c'est la saisonnalité, un classique au Québec. Beaucoup d'entreprises fonctionnent à 110 % pendant 3 mois l'été, puis doivent survivre le reste de l'année. Ça doit être très dur à gérer. Extrêmement. Et le troisième grand enjeu, c'est la relève entrepreneuriale. C'est-à-dire? On a un tissu d'auberges familiales, de pourvoiries, de restaurants, battus par des baby-boomers qui arrivent à la retraite. Et souvent, il n'a pas de plan de succession. Ce qui est frappant en lisant les sources, c'est de voir comment ces 3 défis sont liés. Ils forment un cercle vicieux. Explique. La saisonnalité rend difficile d'offrir des jobs stables à l'année, ce qui aggrave la pénurie de main-d'œuvre. Et cette précarité rend le secteur moins attirant pour une jeune génération qui hésite à prendre la relève. C'est exactement ça. Ce n'est pas 3 problèmes séparés, c'est une seule crise interconnectée. Et c'est cette crise qui force l'industrie à se réinventer complètement. On ne peut plus continuer comme avant. Alors, face à ce mur de défis, quelle est la réponse? Quelle est la vision pour l'avenir? La réponse, c'est un plan de match très structuré. La stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, c'est la feuille de route et elle s'articule autour de 3 grands virages. D'accord. Allons-y avec le premier. Le premier axe, c'est la distinction de la destination. L'idée, c'est d'arrêter de vouloir tout faire pour tout le monde et de se concentrer sur ce qui nous rend uniques. Concrètement. Mettre le paquet sur notre nordicité, notre culture de l'hiver, sur la profondeur des cultures autochtones, sur notre gastronomie de terroir et notre nature immense.
C'est un pari sur l'authenticité contre le tourisme de masse. Se concentrer sur nos forces, ça a du sens. Le deuxième axe. C'est le cœur de la transformation, le tourisme responsable et durable. C'est un changement de paradigme majeur. On sort du modèle où le succès se mesure juste par le nombre de visiteurs. La nouvelle question, c'est quoi alors? C'est SC. Comment avoir un tourisme de meilleure qualité? Un tourisme qui laisse une empreinte positive. Ça implique la décarbonation, l'adaptation au changement climatique et aussi une meilleure gestion des flux pour éviter le surtourisme qui sature des endroits comme le Rocher Percé. Attends une seconde. Il n'y a pas une tension, là? Voire une contradiction? Vas-y. On veut mettre en avant nos destinations uniques, souvent des sites naturels éloignés, mais en même temps, on veut être plus durable. Comment on concilie la promotion d'un parc national isolé avec l'empreinte carbone pour s'y rendre? Tu mets le doigt sur le débat qui traverse toute l'industrie en ce moment. C'est la grande tension à gérer. La réponse n'est pas simple. J'imagine. Elle passe par la promotion de séjours plus longs, le développement de transports collectifs vers les parcs et l'incitation à un tourisme de proximité pour la clientèle locale. Mais oui, c'est un équilibre précaire, il n'y a pas de solution magique. Très intéressant. Et le troisième pilier de la stratégie? C'est l'essor économique et la vitalité des régions. C'est la reconnaissance que le tourisme doit être un outil de développement territorial. Il faut s'assurer que les retombées sont réparties équitablement. Et qu'elles servent les communautés locales. Exactement. L'objectif ultime, c'est de passer d'un tourisme de consommation à un tourisme de contribution, un tourisme à impact positif. Donc, si je résume ce qu'on a vu aujourd'hui, on a une industrie qui est absolument gigantesque, un pilier économique qui soutient un emploi sur 10. C'est ça. C'est un écosystème complexe où l'hôtel de luxe dépend du petit festival de village et vice-versa. Et c'est surtout un secteur en pleine transformation, forcé par ses propres défis à devenir plus authentique et plus durable. C'est une excellente synthèse. Et au-delà des stratégies et des milliards, ce qu'on doit retenir, c'est que derrière tout ça, il y a des centaines de milliers de personnes. Des passionnés. Des restaurateurs, des guides, des hôteliers, des gens qui travaillent avec des horaires impossibles, souvent dans l'ombre et qui sont le véritable cœur de cette industrie. C'est leur accueil qui fait toute la différence. Absolument. L'expérience humaine reste centrale. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question pour l'avenir. Oui, vas-y. La stratégie vise un objectif ambitieux de 65 millions de visiteurs par an. C'est énorme. La grande question qui se pose maintenant, ce n'est plus seulement comment les attirer, mais plutôt comment atteindre cette croissance tout en protégeant l'authenticité de nos expériences et en s'assurant que le tourisme reste un bénéfice pour les communautés locales au lieu de devenir un fardeau. C'est cet équilibre extrêmement délicat qui sera le grand défi des prochaines années.